Bonjour et bienvenue à votre édition du 7 semaines dans Dautré, édition du 5 novembre 2023. Au sujet cette semaine, nous avons parlé avec Amélie Hens, qui est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires. La Fédération tenait son congrès annuel la semaine dernière à Victoriaville et nous avons un résumé de cette activité-là. On a parlé d'une conférence avec Michael Belrose de la SADC qui parle de SCUEC, donc le prêt qui a été fait aux entreprises par le gouvernement fédéral et c'est quoi les modalités de remboursement. On a parlé aussi avec Pascal Lapointe qui est la DG de l'Anaudière économique. Il y a eu jeudi dernier une activité de réseautage et de présentation de projets concernant l'Anaudière économique. Vous avez aussi le bulletin des régions. Dans ce bulletin des régions qui va être diffusé à partir de lundi de cette semaine, j'ai accordé une entrevue quand même assez longue qui parle des enjeux de la région, qui a présenté la région ici de la MRC Dautré, le Sud, avec les enjeux qui s'en viennent. Vraiment une émission intéressante qui va être diffusée à travers la province de Québec. Et en terminant, on vous présente une séance de yoga avec Jocelyne Aubry, qui est bien gentille, qui nous présente des choses pour nous permettre de relaxer avec les semaines mouvementées que nous avons depuis quelque temps. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle que à tous les jours, à compter de 18 h, vous avez le bulletin de nouvelles quotidien qui est présenté sur nos ondes. Merci et bonne semaine. Eh bien, Amélie Hens, cette année, c'était un événement anniversaire très important pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et ça se passait à la Cache à Maxime. Oui, exactement. Cette année, on était ici à Scott, dans Chaudière-Appalaches, pour fêter le 25e anniversaire de la Fédération des TV communautaires autonomes. Donc, c'est déjà un quart de siècle pour la Fédération qui a été fondée à Plessisville il y a déjà 25 ans de ça. Et pour vous, c'était un deuxième anniversaire parce que c'était votre 10e congrès? Oui, exactement. C'était mon 10e congrès. Donc, je vais avoir complété ma 10e année complètement cet hiver, en février prochain. Mais c'est effectivement mon 10e congrès. Puis, c'est drôle parce que c'est le premier des 10 congrès que c'est pas moi qui organise. C'est entièrement ma collègue Valérie No qui a fait l'organisation de celui-ci. Donc, j'ai pu vraiment profiter puis parler aux membres puis essayer de moins courir un petit peu. Mais c'était vraiment très agréable. Et qui dit 25e anniversaire, dit moment opportun pour un nouveau slogan. Et oui, donc cette année, on a décidé de faire plusieurs marchandises, en fait, parce que Valérie, justement, va visiter les écoles de différentes régions pour essayer de recruter des nouveaux travailleurs dans nos TV, inciter les jeunes qui graduent à venir travailler pour la télévision communautaire autonome partout sur la province. Donc, on a décidé de moderniser un peu le slogan. Donc, on y va avec cette année la télévision qui ose. Donc, on a développé différents outils de communication pour le partager puis pour avoir une belle visibilité là, auprès de la population en général pour faire la promotion de la TV communautaire. Et on le sait, bon, au niveau des télévisions communautaires autonomes, c'est important la relève, c'est important les bénévoles. Alors, on a même été visiter des écoles. Oui, exactement. C'est déjà commencé. Donc, c'est le fun. L'ouverture est super belle. Quand on contacte les écoles, il y en a beaucoup des professeurs qui nous accueillent directement dans leur classe. Donc, on peut aller donner un petit cours sur qu'est-ce que la télévision communautaire, c'est quoi sa mission, ses valeurs, comment ça fonctionne. Puis, il y en a gros qui apprennent leur existence. Donc, on pourrait être surpris parce que la TV communautaire, dans la province, ça fait déjà au-dessus de 50 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui la connaissent pas encore. Donc, cette démarche-là est super importante. Puis, je pense que ça va être une clé pour notre futur. Et aussi, bien, cette année, bon, qui dit 25e, dit à ce moment-là, tiens, un gala qui a lieu. Oui, exactement. Donc, hier soir, samedi, avait lieu le gala reconnaissance où on a justement remis des prix à plusieurs TV dans certaines catégories. Puis, on a fait quelque chose de spécial. Cette année, on a remis un prix de télévision de l'année. Donc, tout le monde pouvait déposer sa candidature. Puis, c'est les participants du congrès qui votaient pour la télévision de l'année selon leur perspective. Et puis, donc, c'est 2 télévisions qui sont arrivées à ex-aequo cette année. Donc, c'est la télévision du Rocher-Percé et la télévision de la Matapédia qui ont remporté le prix de la télé de l'année.
Et bon, il y a une quarantaine de téléviseurs communautaires présents. Oui, exactement. Donc, on est 40 membres en ce moment. C'est un peu malheureux parce qu'il y a 2 télévisions qui ont fermé au courant de l'année dernière. Donc, c'est toujours très triste parce que repartir une TV communautaire, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de départ. Donc, c'est pas tout le monde qui est en mesure de se permettre ça. Donc, d'en voir fermer, on sait que si ça veut revenir, ça va être encore plus difficile que de la maintenir, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu le choix cette année. Donc, certaines, donc pour des choix financiers, il y en a une troisième, je pense, en Abitibi, là, c'est plus pour une question de relève. Bref, les défis sont énormes là, présentement pour les téléviseurs communautaires autonomes. Oui, absolument. C'est souvent une question d'argent puis de relève. Les deux sont pas nécessairement 2 raisons étrangères parce que souvent, si tu n'as pas les moyens de bien payer, la relève n'est pas intéressée non plus à rester ou à prendre en charge. Donc, c'est ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on veut essayer de développer des nouvelles manières d'attirer les gens vers nous, puis évidemment d'aller chercher des fonds supplémentaires pour la télévision, pour qu'il y ait les moyens de garder le staff qui est en place, au moins, là. Et bon, avec le 25e anniversaire aussi est venue une expérience qu'on a fait en 2015, que l'on a reprise, donc une tournée vraiment de tous les membres. Oui, exactement. Donc, au printemps, on a fait la tournée des membres de partout au Québec. Donc, on a visité les 15 des 17 régions administratives où on trouve des TV communautaires autonomes. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Ça a été une excellente expérience pour Valérie pour découvrir tous nos membres sur le terrain. Donc, puis nous, bien, moi, personnellement, ça leur a permis de mettre à jour les chiffres qu'on avait puis de pouvoir comparer, bon, l'évolution sur 8 ans parce que la dernière tournée qu'on avait faite, c'était il y a 8 ans, en 2015. Donc c'est ça, là, on a des nouveaux chiffres à jour. Ça nous permet de mieux représenter les TV dans les gouvernements puis d'avoir des arguments vraiment solides parce que là, on connaît super bien nos membres puis on a des données fiables pour les représenter parce qu'on a réussi à visiter 39 de nos 40 membres. Donc, nos données, c'est pas des approximations, c'est vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est grand, le Québec! C'est très grand, au-dessus de 9000 km en quelques mois, effectivement, mais ça vaut vraiment la peine. C'est toujours très agréable de visiter toutes les régions puis de voir la réalité des régions. Il y a tellement un éventail différent de télévision, de modèles, de façons de fonctionner, de communautés. C'était très, très, très enrichissant pour nous. Et il faut se rappeler que bon, les téléviseurs communautaires autonomes donc, sont sous la supervision du CRTC parce que ce sont des lois canadiennes. Par contre, la plupart des subventions viennent du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et présentement, je pense, là, une revision là, qui se fait, mais il faut surveiller le tout là, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Oui, exactement. Ils sont en révision du PAMEC en ce moment même. On a déjà fait des représentations. Le MCC a consulté les récipiendaires. Donc là, normalement, on devrait avoir un premier rapport bientôt. On nous a dit qu'on nous tiendrait au courant, mais le tout va être fait avant la fin mars parce que les nouveaux protocoles devraient être signés avant la nouvelle année financière du gouvernement qui commence le 1er avril. Donc, effectivement, ça s'en vient. Et on ne peut pas passer à côté, donc, ces fameux GAFA, ce fameux Meta, donc Google et compagnie. Donc, il y a certaines télévisions communautaires au Québec, je pense, qui ont été bloquées là, dans la livraison de nouvelles. Oui, effectivement. On a 6 ou 7 membres sur la quarantaine là, qui ont perdu accès à leur page Facebook. Les autres, je ne sais pas. Il y en a qui ont eu des impacts quand même, parce que l'algorithme va changer, puis il y a un ralentissement du trafic. Puis ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'étendre à d'autres membres, malheureusement. Donc, on reste à l'affût. On regarde où s'en va C18 parce que c'est toujours en pourparlers avec Google parce que Facebook a décidé de se retirer. Google est encore en négociation avec le gouvernement. Donc, pour la mise en place, etc., ça pourrait changer d'ici le 1er décembre. Sinon, la date d'entrée en vigueur, c'était le 1er décembre. Donc, c'est là qu'on va savoir si Google retire lui aussi les sites web de son moteur de recherche Google News. Donc, ça reste à voir, mais on reste à l'affût. Puis, on fait des représentations nous aussi au CRTC et au Parlement canadien là, pour ce dossier-là. Et à ce moment-là, donc, c'est sûrement le dossier qu'on surveille aussi pour la prochaine année?
Oui, exactement. Parce que bien que la loi ait été adoptée, c'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Tout comme pour C11 qui a été adopté en début d'année, ça va aller jusqu'en 2024 avant qu'il y ait une implémentation du CRTC qui est en ce moment en consultation. Donc, fin 2024 avant que ça soit vraiment implémenté du côté du CRTC. Ça va être la même chose pour C18. Donc là, oui, ça a été adopté, mais là, ils sont en train de faire les recommandations gouvernementales au CRTC. Le CRTC, après ça, va aller en consultation et le temps que ça vienne en fonction, ça va être encore une couple d'années de travail là-dessus. Et donc, c'est inévitable. Les nouvelles locales, je pense, c'est vraiment ce qui maintient les télévisions et l'intérêt envers ce qui est produit en région. Oui, tout à fait. Les nouvelles locales, en fait, c'est pas, ça va toujours rester essentiel. Puis, ce qui est le plus pertinent, en fait, pour nos régions, le développement de nos territoires, l'occupation du territoire, la démocratie. Fait que c'est sûr que nous, on va essayer de travailler à des collaborations avec d'autres acteurs du milieu pour promouvoir ça, puis trouver d'autres manières, d'être plus forts dans nos régions pour que le monde nous connaisse, nous reconnaisse, puis arrête peut-être de passer par d'autres intermédiaires pour venir consulter les productions qui sont faites chez eux. Et on peut inviter là, ceux et celles qui regardent cette entrevue présentement. Là, donc, l'un des premiers gestes, c'est de devenir membre peut-être de satellite communautaire dans chaque région. Donc, un petit faible coût, mais qui peut faire une différence. Mais aussi, peut-être là, aux entreprises, là, s'ils ont un petit coussin là, de supporter leur télé locale. Oui, absolument. C'est sûr que c'est effectivement un devoir de supporter nos médias locaux, puis c'est de notre responsabilité, puis c'est à nous de décider où on met notre argent, notre publicité. Est-ce qu'on préfère encourager nos médias locaux qui nous représentent, qui parlent de nous, ou on veut aller donner notre argent à des grosses multinationales qui ne la dépensent pas chez nous. Donc oui, on a tous une responsabilité sociale, je pense, par rapport à ça, donc ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Bref, on se souhaite une longue vie pour toutes les TCA. Oui, absolument. Un autre 25 ans et même plus. Merci. Merci. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule Trucs et astuces en affaires de la CDEJ. Je me présente, Pascal Lévesque, conseiller financement aux entreprises à la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. Cette capsule a pour sujet Démystifions le CUEC, compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Afin de parler de ce sujet, j'ai un invité que je vais laisser se présenter. Merci Pascal, très heureux de collaborer avec toi aujourd'hui. Je me présente, Michael Belrose, directeur service aux entreprises pour la SADC de Dautrey-Joliette. Merci, Michael. Avant de commencer la capsule, nous tenons à préciser que celle-ci se veut informative, un outil pouvant répondre de façon générale à vos questions. Nous demeurons toutefois disponibles dans nos organisations respectives pour répondre à vos questionnements. Nos coordonnées se trouvent à la fin de cette présentation et dans la publication qui accompagne cette capsule. On va se remettre en contexte du CUEC. En fait, c'est un prêt d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement canadien lorsque les confinements ont été annoncés. Donc, c'est un prêt qui va aller de 40 000 à 60 000. Il était disponible dans plus de 220 institutions financières, donc accessible à presque toutes les entreprises. Il y a eu beaucoup de changements au courant des années puisque la COVID nous a affectés sur une longue période. Donc, pour la première fois, dans le fond, le CEC avec radiation était annoncé pour un remboursement le 31 décembre 2022. Par la suite, il y a eu un report d'1 an pour le 31 décembre 2023, donc ça s'en vient. Et tout récemment, dans le fond, le gouvernement a prolongé cette période-là de 2 semaines pour l'amener au 18 janvier 2024. Donc, pour ceux qui veulent avoir la portion de radiation, ils doivent rembourser obligatoirement d'ici le 18 janvier 2024. Les grands changements à retenir sont concernant les dates limites de remboursement et les modalités de remboursement. Pour ce qui est des dates limites de remboursement initialement prévues au 31 décembre 2023, celles-ci sont reportées au 18 janvier 2024. La radiation partielle allant jusqu'à 33 %, donc le pardon de prêt, reste la même, soit 10 000 de pardon
sur un prêt de 40 000 et 20 000 de pardon sur un prêt de 60 000. Si on va un petit peu plus en détail, voici les modalités de remboursement qui s'appliquent aux entreprises étant en règle avec les conditions inscrites dans leur contrat CIUEC. Pour ce qui est des intérêts, le congé d'intérêt s'applique jusqu'au 18 janvier 2024 et 5 % par année d'intérêt seront appliqués à compter du 19 janvier 2024. Il est à noter que la fréquence des paiements des intérêts peut différer en fonction de chaque institution financière. Pour ce qui est des obligations de remboursement du capital, celui-ci n'est pas obligatoire jusqu'au 18 janvier 2024. Tout solde restant au 19 janvier 2024 sera converti en un prêt à terme non amortissable dont le capital devra être remboursé dans sa totalité au plus tard le 31 décembre 2026. Donc, si le capital impayé est remboursé d'ici le 18 janvier 2024, le solde restant sera radié. Sous toute réserve, si vous avez présenté une demande de refinancement de prêt à votre institution financière, vous ayant octroyé votre prêt CIUEC au plus tard le 18 janvier 2024, un délai de grâce pourrait vous être accordé afin de permettre la finalisation du processus de refinancement jusqu'au 28 mars 2024. On va essayer de vous faire un exemple simple pour essayer de comprendre les beaux paragraphes qui vous ont été expliqués. En fait, vous êtes permis les entreprises qui ont eu un 40 000 $. Donc, vous devez rembourser 30 000 avant le 30 janvier 2024 pour avoir la radiation de 10 000. Par contre, si vous êtes dans l'impossibilité, que vous avez emprunté 40 000 $, vous avez remboursé quand même 25 000 le 18 janvier. La condition tombe malheureusement, puisque vous deviez rembourser 30 000. Donc, la dette restante va rester 15 000. Vous devez payer la totalité du 40 000 et l'échéance sera au 31 décembre 2026. Je vais passer à l'exemple du 60 000. Donc, 60 000, c'est la même chose. Donc, vous devez rembourser 40 000 d'ici le 18 janvier 2024 pour une radiation totale de 20 000. Si vous avez eu la chance de rembourser 35 000 au 18 janvier 2024, ce n'est pas suffisant puisqu'il faut rembourser 40 000, aucune radiation possible. Montant remboursé restant, 25 000, échéance 31 décembre 2026. Quelques questions pouvant être posées, et peut-être on ne répondra pas tout à tout assurément. Est-ce que je dois rembourser au titre du CIUEC si je suis sur le point de fermer mon entreprise? Ben, oui, bien sûr, tous les titulaires de prêts sont tenus de rembourser leurs prêts conformément aux modalités de remboursement associées à celui-ci. Pour toute question, toutefois, veuillez vous référer, bien sûr, à votre institution financière. Peut-être une autre question, qu'arrivera-t-il si je ne suis pas en mesure de rembourser mon prêt d'ici la date limite indiquée dans les modalités de remboursement? Bien, le prêt il sera converti en prêt à terme dont le remboursement de la totalité du capital sera exigible au 31 décembre 2026, avec les modalités précédemment nommées pour la période du 19 janvier 2024 au 31 décembre 2026. Des intérêts au taux de 5 % par année s'appliqueront aux soldes impayés de leur prêt. Pour tout renseignement supplémentaire au sujet des intérêts applicables à votre prêt au titre du CIUEC, veuillez bien sûr, encore une fois, communiquer avec votre institution financière. Encore une fois, des exemples concrets qui, selon moi, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment de porter attention à cette diapositive-là. En fait, on a deux choix. C'est soit qu'on rembourse le CIUEC selon les ententes initiales ou on fait un refinancement de cette dette-là avec l'institution financière qui nous a accordé le prêt initialement. Donc, dans le cas qu'on refinance, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? C'est que oui, on peut aller chercher un terme plus long. Dis donc qu'on va aller chercher un prêt sur 60 mois. Par contre, les conditions changent. Si vous refinancez à date d'aujourd'hui, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont très élevés, vous risquez de payer un taux d'intérêt d'environ 11 %. Ça vous amène à rembourser du capital d'intérêt de 869,70 par mois pour un total de la dette au bout de 60 mois. Le remboursement que vous allez avoir fait, c'est 52 182. Donc, l'avantage d'avoir refinancé notre dette, c'est quand même on a un gain
de 12 555. Donc, non plus de 20 000, vous me suivez, vous avez eu un 20 000 de radiation, mais vous avez quand même payé des intérêts. Donc, vous n'avez pas gagné ce 20 000-là. Maintenant, ce 20 000-là est rendu 12 555. Un désavantage, si vous allez en refinancement, c'est sûr que votre institution financière va vous demander une caution personnelle. Donc, vous donnez garant du remboursement de la dette. Et vous devez rembourser capital-intérêt immédiatement. Donc, je reviens au scénario que non, finalement, on ne refinance pas sur 5 ans. Je garde ma dette de 60 %. Qu'est-ce qui est inscrit à votre contrat? Dans le fond, c'est que la dette va être à du 5 %. Donc, capital-intérêt sur 36 mois, c'est 1 798,25 par mois, qui est quand même des gros paiements, pour un paiement total de 64 737. Par contre, présentement, votre prêt est garanti par le gouvernement. Donc, au niveau personnel, vous n'êtes pas tenu de rembourser cette dette-là. La dette appartient seulement à l'entreprise. L'autre avantage que vous avez, c'est la possibilité de payer que les intérêts durant encore 3 ans. Donc, un 250 $ par mois. Est-ce que c'est suggéré de payer seulement les intérêts? Non. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de février, qui serait le premier paiement suite au dépassement du 18 janvier, vous pouvez payer seulement les intérêts. Fait que ça vous donne le temps de retravailler votre scénario et vous n'êtes pas tenu de faire du capital-intérêt qui, lui, serait vraiment important au niveau des paiements à 1 798,25. Donc, c'est la grosse avantage de garder la date totale, c'est qu'on a encore une possibilité de payer que les intérêts et de voir à la stratégie. Par contre, si on dit, nous, on veut profiter au maximum de la subvention, donc on se fait financer 40 000, toujours à du 11 % environ, c'est quand même des paiements de 1 309,55 pour un total, au final, qu'on va avoir payé 47 143,80. Là, on pourrait dire qu'on a eu gain de notre subvention, de notre portion de radiation à son maximum en refinancement, parce qu'on aura un 17 593,20 de différence. Par contre, encore une fois, on est caution personnelle et les remboursements, on est obligé de faire capital-intérêt. Vous remarquerez là, quand même qu'un remboursement de 1 309 par mois, c'est quand même très élevé et c'est une nouvelle entente que vous ne pouvez pas avoir de congé de capital. Donc, c'est un pensez-y bien au niveau de la capacité de l'entreprise à rembourser. Donc, l'objectif aujourd'hui de vous faire ce scénario-là, c'est de voir c'est quoi l'impact d'un refinancement ou de garder la dette. En bout de ligne, vous pouvez quand même être gagnant des deux côtés, puisque malheureusement, l'entreprise n'aura pas réussi à générer assez de bénéfices pour supporter cette dette-là durant les mois précédents. Voilà. Donc, suite aux explications qu'on vient de vous faire, dans le fond, on veut vraiment que vous passiez à l'action en réfléchissant pour avoir le meilleur scénario possible pour l'entreprise. Maintenant, les dates sont très rapprochées, sont connues. C'est d'ici le 18 janvier 2024. On s'entend, c'est demain matin. Donc, il faut vraiment choisir le meilleur scénario et il faut le travailler. Il faut être conscient qu'il y a un risque à se faire refinancer et il y a un risque de garder la dette totale. Par contre, il faut vraiment être éclairé sur ces choix-là parce qu'on doit quand même vous avouer que refinancer une dette, c'est quand même un travail exigeant puisque l'institution financière va prendre un risque qu'elle n'a pas en ce moment puisque le prêt est garanti par le gouvernement. Donc, on vous suggère d'être accompagné, d'appeler vos ressources à la CDEJ, vos ressources à la SADC pour pouvoir faire des scénarios et choisir le meilleur scénario pour votre entreprise puisque les annonces qui ont été faites du gouvernement, malheureusement, on ne croit pas qu'ils vont changer. Donc, c'est à vous de passer à l'action et de prendre la meilleure décision possible. C'est ce qui va mettre fin à notre première capsule trucs et astuces en affaires de la CDEJ. Merci de votre écoute. Vous pouvez vous référer à la source du site web du CUEC.ca qui apparaît au bas de cette présentation pour plus de réponses et en lien avec la situation. Et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour tout questionnement supplémentaire, comme Michael l'a dit, que ce soit là, auprès de la CDEJ ou de la SADC de Dautré-Joliette. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Alors, bonjour, je suis là pour vous parler de l'analyse économique. On y est. Donc, on est qui l'analyse économique? C'est un organisme qui répond aux enjeux locaux du développement économique local. Dans le fond, l'analyse économique a été créée en
1991 pour répondre aux besoins des 6 MRC. Dans ce temps-là, c'était des CLD. Pour les plus vieux, ça devait savoir de quoi on parle. Donc, les 6 CLD, les 3 SADC de la région se sont mis ensemble pour créer un organisme pour répondre à leurs besoins communs, tous ensemble, pour réaliser des projets et des services spécialisés. La Lozère académique, qu'est-ce qu'on fait? On contribue à la prospérité du territoire, évidemment, et au rayonnement de la région. Et aussi, on favorise la synergie des acteurs. Ça fait partie de nos grands mandats, de favoriser la synergie de tout l'écosystème en développement économique. Donc, au niveau de l'ancrage régional, oui, donc là, au niveau de notre conseil d'administration, pour certains, ça pourrait être stressant. Pour moi, c'est un réel bonheur. Donc, dans la table qui m'accompagne dans la réalisation de mon mandat, on a des gens des 6 MRC, les 3 SADC et aussi le conseil Atikamekw de Manawa. Donc, on est parmi les seuls au Québec, au niveau régional, de fédérer vraiment tous les MRC, les SADC et aussi le territoire autochtone. Au niveau de l'expertise, j'ai le grand bonheur d'avoir une équipe de 8 personnes, m'incluant, donc avec une fidèle adjointe très performante, et aussi des gens, 2 personnes en innovation, dont moi, dont on est en train de terminer justement notre formation de conseiller accrédité en innovation du Conseil de l'innovation du Québec. On a une ressource, l'établissement agricole et transfert aussi d'entreprises agricoles, 2 ressources en développement durable et aussi 2 ressources en immigration. Et autour de tout ça, on a beaucoup de partenaires, donc ça fait partie de notre travail de faire de la concertation comme aujourd'hui. Donc dans les partenaires, on a une table d'échange qui s'appelle la table des partenaires de développement de la Lozère économique. Pardon. Donc 7 ministères et organismes autour de cette table-là et aussi 16 organismes régionaux, dont l'économie sociale de la Lozère. Au niveau de notre conseil d'administration, quand je vous dis que j'avais le réel bonheur vraiment d'avoir avec moi autour du conseil d'administration, rapidement, au niveau de la MRC l'Assomption, Geoffrey Bouchard, Martine Daou, MRC Beautré, Cathy Dénommé et Jocelyn Desgrands-Prix, je ne nomme pas les titres, là, tout est disponible sur notre site web. La MRC Limoulins, Sylvain Ouellette, Chantal Caillé. Au niveau de la MRC de Montcalm, Stéphane Paré et Claude Chartier. MRC de Joliette, Nicolas Framley, et il y a un poste vacant qui devrait être comblé d'ici Noël. Merci Matawini, Achimou Nassirou, qui est ici. Merci d'être là, je suis vraiment contente de te voir. Et Jonathan Andreville de la SADC, et aussi une personne du Conseil des Atikamekw de Nanawam. Parlant du Conseil, je vous l'annonce peut-être, mais ils viennent de créer un service de développement économique, donc c'est tout nouveau dans les derniers mois. Et leur directeur général, qui est Keith Mitchell Flamand, ça va être le nouveau représentant sur notre Conseil d'administration. Donc on est vraiment très heureux de les avoir avec nous. Au niveau de notre équipe, comme je vous disais, on est 8. Évidemment, il y a Joanne, notre fidèle adjointe, qui est là depuis plusieurs années. Isabelle Hardy, qui est notre on a changé de titre depuis peu, donc elle est maintenant conseillère stratégique en développement agricole. Isabelle est redevenue membre de l'Ordre des agronomes du Québec, donc on est très heureux d'avoir une agronome chez nous. On a Eduardo Hernandez, qui est conseiller en développement durable, qui est responsable du projet Synergie de la Lozère en économie circulaire. Julie Hood, qui est conseillère stratégique en innovation. Donc, c'est elle aussi qui vient de suivre la formation de conseillère accrédité en innovation. Et moi, évidemment, à la direction générale, je suis arrivée le 1er mai, donc c'est un retour parce que j'ai déjà été dans cette équipe en 2018-2019. Larissa Rico, conseillère en régionalisation de l'immigration. Émilie Santos, conseillère en pratique d'affaires éco-responsable et technologies propres, donc c'est notre agent du Fonds Éco-Leader, ceux qui veulent faire des liens avec les projets. Et Doudou Sow, le directeur du service de régionalisation de la main-d'œuvre immigrante. Donc, on est 8, et sur les 8, il y a quand même 4 personnes issues de l'immigration. Donc, on est quand même très diversifié dans l'équipe, et je vous dis, ça parle beaucoup espagnol au mieux. On va voir que j'apprenne les cours. Au niveau de notre expertise, des projets et des services structurants. Donc, pour ceux qui sont moins habitués un petit peu, là, donc dans le fond, je vous ai dit, en grosso modo, qui on était, comment on était formés, mais qu'est-ce qu'on fait réellement sur le terrain. On offre des services spécialisés, puis on réalise des projets structurants. Donc, l'espace régional d'accélération de croissance, c'est du financement qui descend du LLIE, qui est en innovation, surtout le mandat de l'ERAC, parce que son petit nom, c'est l'ERAC dans notre jargon, c'est vraiment de propulser l'innovation dans chaque région du Québec. Donc, il y a un ERAC par région administrative. Nous, chez nous, c'est la Lozère économique qui est porteur du projet. Et le mandat de ça, c'est de propulser l'innovation. Donc, le mot-clé à se rappeler, si on parle d'innovation, faites-moi signe, on va trouver des liens entre nos organismes. Synergie de la Lozère, c'est le projet, c'est la première synergie territoriale à avoir vu le jour au Québec en économie circulaire en 2009. Fonds Éco-Leader, donc c'est du financement au niveau des projets technologie propre.
régionalisation de la main-d'œuvre immigrante, transfert d'établissements agricoles, comme je disais tantôt. Au niveau du défi aux entreprendre et de la semaine des entrepreneurs à l'école, c'est aussi nous qui réalisons le mandat en grande collaboration avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Merci Bruno d'ailleurs. On réalise des beaux succès cette année grâce à notre collaboration. Et aussi tout ce qui est stratégie de rayonnement territorial, donc toute l'image des villes en Naudière, l'image de marque, c'est vraiment avec Tourisme Naudière et la table des préfets, nous on est sur le comité. Des résultats concrets pour les membres et les partenaires. En fait, la Naudière économique, on est vraiment un pivot de la concertation régionale dans le développement économique. On est aussi une porte d'entrée chez tous les ministères parce qu'ils sont sur la table des partenaires, mais on a aussi des entrées directes dans tous les ministères. On a une offre de services complémentaires pour les entreprises et c'est des services spécialisés pour l'écosystème. Donc, localement, très souvent, il n'y a pas vraiment de service en régionalisation de l'immigration, mais nous, on a des services spécialisés régionaux pour vraiment, on travaille avec la première ligne qu'on appelle, donc les agents de développement économique locaux, des MRC et des SADC. Et évidemment, on a une plateforme politique, on aime le dire aussi quand même, on est à politique pour le développement régional, c'est important. Et on se plaît à dire aussi, mais on l'est vraiment, on est agile et très flexible face aux opportunités, donc on réagit très vite pour vraiment répondre aux besoins du milieu. Quand c'est possible, bien entendu. Ah, on vient de la changer. Non, mais je viens de la dire. On l'a pas dit, ça? Ah, non, OK, bon. Alors, pourquoi on travaille avec nous? Excusez-moi. C'est pris d'avance. Oui, c'est pris d'avance. Et moi, je t'ai réveillé. Donc, évidemment, on contribue au développement de la communauté de la Naudière, ça c'est bien important. Donc, mobilisation autour d'objectifs pour des projets gagnants-gagnants, c'est vraiment notre vision des choses. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est vraiment ma façon de travailler. Quand on travaille un projet avec les gens, on va vraiment essayer de chercher la meilleure solution pour bien répondre aux besoins des organisations qui sont les parties prenantes. Donc, évidemment, on apprend à se connaître dans la réalisation de projets, faire connaître les besoins et les enjeux aux organismes et ministères, ça fait partie aussi de notre rôle. Donc, souvent, on va représenter les besoins du milieu, puis on peut ramener ça aux plus hautes instances. On a la possibilité aussi de faire lever des projets adaptés pour la région. Donc, dans le fond, s'il y a un projet adapté pour la région et qui ne s'est pas fait ailleurs, fiez-vous sur nous, on va essayer de trouver la solution pour le faire lever chez nous. Évidemment, faciliter les relations avec le réseau entrepreneurial de la région, parce que nos membres, vous le savez, c'est tous des organismes en développement économique. Donc, pour rejoindre les entreprises du milieu, on est vraiment une super porte d'entrée aussi. Évidemment, inclure votre réalité à travers certaines études ou des projets spécifiques. Puis, favoriser la participation de tous, c'est vraiment l'objectif. Nous, on ne travaille pas seul, on travaille vraiment avec tout le réseau de partenaires. À surveiller dans les prochains mois, on est très occupés. Donc, évidemment, la deuxième édition du Forum régional en immigration, il y a eu celui local de la MRC de Joliette la semaine dernière. Le régional va avoir lieu le 14 mars 2024. On vient de relancer aussi le Fonds d'aide à l'innovation. Donc, pour ceux qui ont des projets d'innovation, on peut se reparler un peu plus tard. La rencontre annuelle des acteurs en développement économique, je suis très heureuse, elle est complète. On ne peut plus prendre personne. Pour une première fois, on affiche complet, on est très heureux. Donc, la semaine prochaine, on va accueillir beaucoup de gens qui sont dans la salle. On va faire aussi un événement régional de l'innovation. On va mettre en place des rencontres virtuelles de l'écosystème. Donc, aux 3 mois, on fait des rencontres de tout l'écosystème en développement économique vraiment virtuel pour faciliter les choses. On vient de réaliser une journée découverte au Matawini. Merci encore à toute l'équipe de la MRC pour son partenariat. On a participé aussi à un projet pilote au Salon industriel de Terrebonne. Et enfin, on va mettre en place des activités de co-développement pour les repreneurs et cédeurs agricoles. Ça, c'est une petite partie de tout ce qu'on fait. Alors, on a 4 grands champs de compétences en matière économique, immigration, développement durable. Là, c'est parce que je l'ai dit, le développement durable, je l'ai dit, immigration, agricole et innovation. Rappelez-vous de ces 4 champs de compétences-là, nous, on est beaucoup là-dedans. Vous avez des projets, des idées, vous faites signe, on est là. Je rejoins maintenant Daniel Yvon de CTRB pour faire le tour un peu de la région et de voir quels sont les principaux enjeux dans son coin de pays. Daniel Yvon, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes à Berthierville. On parle souvent, puis on l'entend ici au Bulletin des régions, de la MRC d'Autrey. Pouvez-vous nous parler un peu de votre territoire, là? De quoi on parle quand on parle de la MRC d'Autrey et de plus précisément Berthierville?
C'est ça. La MRC d'Autrey, c'est une grande région. Elle est divisée en 3 sections, on pourrait dire le nord, le sud et une partie, on pourrait dire, près de Montréal. On parle du secteur de Brandon, secteur de Berthier et le secteur de Lavaltrie. Nous, on couvre dans le fond Berthierville, les îles et Lanoret comme secteur. Qu'est-ce qu'on retrouve comme principale entreprise par chez vous? C'est ça. On est vraiment très vaste en termes d'entreprise. Oui. On parle de Saint-Ignace de Loyola, donc on pourrait dire le moteur économique de Saint-Ignace, entre autres. Il y a l'agriculture, il y a la pêche aussi, il y a vraiment beaucoup de choses. La pêche, la chasse, vraiment très proche de Montréal, à 45 minutes de Montréal, donc c'est vraiment très intéressant comme endroit. Un autre point qui est très intéressant, c'est la fameuse traverse Sorel-Saint-Ignace, donc une traverse névralgique, surtout à cause de Montréal. On parle des travaux justement au tunnel et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Daniel, dites-nous, Daniel, est-ce que c'est beaucoup fréquenté, cette traverse-là? Cette traverse-là, mon cher monsieur, surtout en période, on pourrait dire estivale, il y a des demi-heures d'attente. Les traverses sont aux demi-heures, mais des fois, si tu ne te rends pas assez vite, ça prend un bateau ou 2 bateaux, comme on dit, pour pouvoir traverser les périodes de fériés. La minute que Montréal annonce que le tunnel est fermé, ça vient traverser chez nous. Vous voyez les impacts directement chez vous? On voit les impacts directement. Je vous dirais, on ne l'a pas mis en image, mais on a eu un gros investissement d'un dépanneur d'une société pétrolière, pas la nommer, Arnois, qui a pu avoir mis 3 millions facilement d'investissement dans son dépanneur, station-service et tout, parce qu'elle est consciente que quand tu sors du bateau, c'est la première station que tu vois. Donc, autant les gens qui attendent que les gens qui sortent du bateau. Ça devient un aide de service important là, pour Daniel, ça. toute la MRC d'Autrey puis les villes, vous êtes vraiment dans un environnement presque nautique, parce qu'on dit qu'il y a des milliers d'îles comme telles aux alentours de Berthierville. Tu sais, souvent, on entend parler des îles de Sorel, mais dans le fond, les îles sont à Berthier. Il faut l'avouer. C'est les 100 îles. On ne parle plus des îles de Sorel, on parle des îles de Berthier. C'est un endroit magnifique. Vous pouvez faire de la pêche, de la chasse au canard. C'est très populaire. C'est vraiment... On est une réserve de la biosphère. Là. On est à l'entrée du lac Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment très important. Et il y a vraiment des canaux, des choses magnifiques. C'est comparé au bayou de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment très beau comme endroit. C'est vraiment très apprécié comme endroit. C'est important pour nous. Là. Ça amène un tourisme important pour la région. Mais la ville-centre, chez vous, c'est la ville de Berthierville. Oui, la ville-centre de Berthierville, c'est particulier, parce qu'on est encore dans l'ancien, on pourrait dire technique. Moi, je bouge avec mes doigts, excusez-moi, avec mes mics, mais on a Berthierville et on a Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, on est des anciens régimes qu'on pourrait dire coloniaux qu'il y avait. Donc, la ville est autour de la paroisse. Et la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a un trou de beigne. On appelle ça le trou de beigne. C'est que l'église paroissiale, qui s'appelle Sainte-Geneviève de Berthier, elle est considérée comme dans la paroisse. Il y a même un petit coin d'un centre d'hébergement pour personnes âgées qui votent. La moitié vote à la paroisse, puis la moitié vote à la ville quand il y a des élections municipales, parce qu'ils sont considérés comme la paroisse et non comme la ville, là, comme personne. Là. Donc, c'est très particulier. Berthierville, c'est une ville patrimoniale. Là. Vous avez beaucoup de patrimoine bâti qui est de valeur, qui est historique chez vous. Là. Oui. Quand on parle sur la route de Berthier, c'est à Berthier. Là. C'est écrit. C'était fait. On a fêté le 350e anniversaire l'an dernier. On a vraiment des édifices patrimoniaux. Il y a vraiment l'église est patrimoniale. On a aussi la première chapelle anglicane qui s'appelle la chapelle des Cuthberts. Donc, puis on a une rue vraiment sur le bord de l'eau que c'est vraiment toutes des bâtisses qui sont quand même reconnues. Là. Même on pourrait rajouter, on a les fameuses moniales dominicaines là, qui ont créé beaucoup de controverses là, il y a quelques années à cause d'un promoteur qui avait eu l'autorisation de jeter à terre cette bâtisse-là. Et là, ça a été renversé là, au niveau des appels en cours présentement. On est rendu où dans ce dossier-là, justement? Est-ce que le bâtiment est sauvé? Bien, le bâtiment n'est pas nécessairement sauvé, mais le promoteur a perdu en cours d'appel. Le gouvernement, les cours ont dit tu n'avais pas d'affaire à acheter, là, ça aurait dû être mieux préservé. Ils ont eu à payer présentement 1 million en frais juste pour maintenir la bâtisse en état. Et c'est encore barricadé. On attend qu'est-ce qui va se passer. Là. Daniel, pour terminer le tour là, de votre région,
C'est quoi les principales industries qui permettent justement d'avoir une vitalité économique, notamment à Berthierville? À Berthierville, bien, c'est sûr qu'on parle d'Olimel. Olimel, c'est au-dessus de 400 employés. C'est un abattoir de poulet. C'est vraiment impressionnant comme endroit. C'est vraiment un des moteurs économiques. On a l'entreprise aussi, les entreprises Berthier Inc., EBI, comme on dit dans le coin. Eux autres sont spécialisés beaucoup dans le recyclage, dans la récupération des déchets, dans le compostage, mais ils ont même on pourrait dire, des antennes au Chili, au Costa Rica. C'est des gens de la place qui sont ici depuis 1960, qui ont beaucoup investi dans le coin, mais qui sont quand même présents dans plusieurs régions de la Naudière à cause du recyclage et tout. On parle des outils à Richard aussi. Ça, c'est important. Je pense que tout le monde à travers le Québec, que ce soit dans la quincaillerie... C'est chez vous, ça. Les outils Richard, c'est chez vous, ça. Oui, c'est ça. Les petits manches jaunes et verts, là, ça fait plus de 100 ans que ça travaille ici chez nous. C'est quand même une entreprise importante là, qui est vraiment implantée, est encore dans le vieux Berthier. Quand tu rentres là, c'est un musée. C'est impressionnant. J'ai déjà fait la visite intérieure avec un des fondateurs, mais c'est vraiment une entreprise très importante dans ce coin-là. Et en terminant, je vous dirais... Oui, il ne faut pas passer à côté. Vous voulez me parler, je suppose, des beignes d'antan qui sont bien connus? Exactement. Les beignes d'antan sont situés pas loin de la 40, donc c'est vraiment un endroit, encore là, une entreprise qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup évolué, qui est présente partout à travers le Québec. Mais à l'origine, c'est une petite beignerie, une petite boulangerie qui était à 2 minutes de l'autoroute. Donc, les gens sortent de l'autoroute pour aller chercher des beignes, repartir sur l'autoroute. C'est vraiment un des focus là, de Berthierville qui c'est vraiment apprécié. Maintenant, on va parler de vos enjeux parce que votre municipalité puis votre région est en plein développement, mais et on en parlait tout à l'heure à cause de la géographie. Vous avez un enjeu d'érosion des berges chez vous. Là. Parmi les dossiers prioritaires, des choses importantes de ce côté-là. Bien, c'est très important parce qu'il y a de la perte de valeur pour les propriétaires, pour les résidents, à cause du fleuve. Justement, tantôt, quand on parlait de Saint-Ignace, on parlait de la traverse. Oui. À cause du fleuve, les bateaux sont de plus en plus gros. Les bateaux passent de plus en plus vite, malgré qu'il y ait des régulations. On sait que dans le bas du fleuve, ils ont ralenti la vitesse des bateaux à cause des mammifères marins. Ici, bien, c'est pas cet enjeu-là, mais l'enjeu, c'est qu'en passant trop vite, bien, ça crée des vagues ça crée de l'érosion. Puis même dans les petits canaux, tantôt, quand je vous marquais que c'est un paradis, quand je vous disais que c'est dans les canaux, dans les îles et tout ça, c'est un paradis, bien, les hors-bords, les bateaux, on est un endroit qui a beaucoup de bateaux, bien, si tu ne respectes pas les limites de vitesse en bateau, bien, ça crée des grosses vagues, puis ça vient encore là faire de l'érosion des berges. Il y a eu beaucoup de représentations fédérales. On a eu des choses, des élus qui sont allés même à Ottawa, qui sont allés rencontrer le ministère du Transport fédéral. Il y a eu de l'écoute, mais le but, c'est qu'au niveau, on pourrait dire municipal, c'est que le fédéral paye pour créer des murs de soutènement pour protéger ces choses-là, parce qu'il y a une perte de valeur pour les propriétaires là, qui voient leur terrain s'affaisser de pied en pied, que c'est difficile. Donc, à défaut d'avoir j'allais dire des navetteurs, mais c'est des gens qui naviguent qui respectent les limites de vitesse, on est en train d'aller vers la solution des murs de soutènement. C'est ce que je comprends. Bien, c'est ça. C'est ça, mais c'est parce que c'est de l'investissement. C'est plusieurs millions de dollars, ça. C'est plusieurs millions de dollars. Je sais que sur la Rive-Sud, il y a présentement des recours collectifs et là, du côté de la Rive-Nord, ils sont en train de s'inspirer de ça pour pouvoir aller chercher, en principe, des sous ou mettre le fédéral responsable. Parmi les autres enjeux, puis on le retrouve chez vous, mais on le retrouve ailleurs, il y a la question de l'intégration des nouveaux arrivants. Parlez-moi de ça un peu. Oui, parce que justement, tantôt, on parlait d'Olimel. Olimel est allé chercher beaucoup d'employés à l'extérieur, beaucoup en Afrique. EBI aussi utilise cette façon-là de travailler. Donc, c'est tous des gens qui arrivent ici avec je vous dirais une méconnaissance. C'est plate à dire, mais des us et coutumes. Les enjeux, là, c'est vraiment au niveau de la francisation, parce que souvent, ils vont peut-être parler français, mais il y a beaucoup d'espagnol. Quand tu parles aussi du Costa Rica, tu parles de Tunisie, ça n'arrive pas toujours avec un français parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter leur intégration? Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter? Bien, il y a des groupes de créés au niveau de la communauté ici pour aider à la francisation. Dans les écoles, bien, il y a maintenant des écoles d'adaptation, tout ça. Et il y a beaucoup d'implications au niveau de la MRC avec un programme qui s'appelle le CLDS et Métissé serré
qui essaie d'aider ces gens-là à trouver des ressources, parce que c'est pas toujours évident. Trouver un appartement, comment aller chercher un docteur, comment aller à la pharmacie, faire les demandes, quoi faire avec les enfants. C'est tout un apprentissage différent de qu'est-ce qu'ils ont connu, on pourrait dire, dans le monde. Tu sais, je veux dire, tu arrives ici au Québec, juste s'habiller pour l'hiver, c'est déjà une problématique. Là, oui, effectivement. Et je suppose que l'intégration de ces nouveaux arrivants-là vient accentuer un autre problème qu'on retrouve partout au Québec, c'est les questions d'habitation chez vous, là. On manque de place également par chez vous. Bien, on manque de place, je vous dirais, on manque de place abordable aussi. Tu sais, on a, entre autres, un organisme que tantôt, j'ai vu te montrer des images En toute amitié, qui est un organisme qui utilise le premier étage d'un bâtiment. Et là, présentement, ils sont en grosse réflexion parce qu'on sait que le propriétaire veut les augmenter, doubler leur loyer à partir de juin 2024. Donc, là, ils cherchent un endroit pour se rebâtir, possiblement pour créer ce centre de service-là en bas et avoir des locations, justement des locations communautaires abordables, d'avoir quelque chose qui soit plus intéressant, parce que c'est notre grosse problématique. Mais vous me dites qu'il y a la question du logement abordable, mais il y a également la question du respect du patrimoine bâti, parce que vous avez des promoteurs qui ont des gros sabots là, quand ça débarque pour construire, là. Oui, parce que notre problématique, c'est que jusqu'en 2021, les règlements de zonage permettaient de dire, tu sais, à la limite, on jette quelque chose à terre, puis on rebâtit, puis on fait un 6 logements avec 8 étages ou 4 étages ou des choses comme ça. Et là, il y a eu un réveil de la population, puis je vous dirais aussi au niveau du conseil municipal en disant qu'est-ce qu'on veut préserver et qu'est-ce qu'on veut qu'il soit... comment je pourrais dire ça? Une bonne entente entre les choses qui y arrivent. On regarde Berthierville. Berthierville, c'est patrimonial. Il y a des rues que les maisons datent de 1950, 1960. La population vieillit, c'est un autre problème. Donc, les gens veulent vendre leur maison, mais ils ont des grandeurs de terrain gigantesques parce que dans le temps, tu avais une façade étroite. Tu avais une façade étroite, mais une grande cour en arrière. On a même vécu dernièrement, au mois d'août, des consultations publiques là, pour des règlements de zonage. Puis la façade n'était pas grande, mais le promoteur voulait mettre un 17 logements là, sur ce terrain-là, parce que s'ils prenaient toutes les mesures, ça fonctionnait. Mais maintenant, la municipalité, elle a créé ce qu'on appelle des comités, des PIA, des CIUC, là, toutes des choses comme ça. Donc, chaque promoteur doit se présenter son projet avant qu'il soit accepté. On voit une volonté de la municipalité au moins de vouloir encadrer, préserver une partie du patrimoine ou au moins faire une conciliation neuf-vieux, disons qu'on va dire ça comme ça. Oui, puis favoriser l'acceptation sociale, bien sûr, là, de ces nouveaux projets. C'est ça. Mais vous êtes également connu dans la région pour le fameux musée Gilles Villeneuve. Et là, vous dites que cette année, il y a du nouveau du côté du musée. Parlez-moi de ça un peu. Oui, bien, il y a eu le lancement, l'annonce d'un film qui va être sorti sur la vie de Gilles Villeneuve jusqu'à temps qu'il arrive en Formule 1. Les acteurs ont été choisis. On parle de Rémi Goulet, qui est bien connu là, parce qu'il fait beaucoup de séries télé, mais qui est de la région aussi, là, de la Valtrie, qui va incarner Gilles Villeneuve. On voit justement des images quand il a fait des essais. L'habit qu'il porte, c'est vraiment l'habit de Gilles original quand il était en Formule Atlantique. Donc, il y a eu une séance photo la semaine dernière. Et celle qui va incarner sa femme, Joanne Villeneuve, c'est Rosalie Bonenfant. Si vous regardez, je vais vous montrer, je pense que j'ai montré une photo de Gilles et Joanne. Vous allez voir qu'il y a une très grande ressemblance. On est resté très surpris quand on a vu ça. Nous, pour le musée à Berthierville, bien, on espère que ça va être un moteur pour faire une relance, dans le sens que oui, le musée est encore vivant après 35 ans. Il y a beaucoup Netflix qui a aidé avec Drive to Survive. Les jeunes ont appris à connaître la Formule 1, donc à parler un peu de Gilles Villeneuve. Mais on espère que ça va créer un impact comme on a créé dans notre région où Louis Cyr, quand ils ont sorti le film, bien, tout le monde va aller voir c'est qui Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata. Si on parle des filles de Caleb qu'il y a eu dans le bout de Shawinigan, donc pendant 1 an, 2 ans, où on est conscient de ça, ça a créé un engouement pour aller voir les décors, les choses. Donc, tu sais, il faut profiter de ces mannes-là pour amener du tourisme, pour amener de l'activité économique dans le coin. Et on constate que ce n'est pas les figures historiques qui vous manquent dans la région. Bien, Daniel Yvon, merci beaucoup pour cette tournée des actualités chez vous. Et au plaisir d'avoir vos reportages sur le Bulletin des régions. Bien, merci. Bye-bye. Merci, au plaisir. Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé nous indique que de nouvelles cohortes d'infirmiers et d'infirmières venus d'Afrique débarquent en Gaspésie
pour venir prêter main forte au personnel du réseau de la santé. Bonjour. Donc, Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga. Je vous reviens avec une capsule. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va faire un exercice pour assouplir les épaules. C'est un exercice avec les bras. Donc, on va faire différents mouvements avec les bras. C'est un enchaînement qu'on va faire. Mais avant d'aborder ce travail des épaules et des bras, je vous propose de prendre bien conscience de votre posture. Donc, on peut faire ça. Vous pouvez le faire en position assise, mais moi, je vais le faire debout. Fait que si vous pouvez le faire debout, allez-y debout. Fait que je place mes pieds parallèles, OK? Et un petit peu écartés. OK? Je ne verrouille pas les genoux, donc je garde les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas barrés. Et puis, j'essaie de bien positionner mon bassin. Donc, pour bien positionner le bassin, souvent, c'est nécessaire d'engager un peu les abdominaux. Fait que contracter un petit peu les abdominaux, comme si vous vouliez attacher un jeans un peu trop serré. OK. Puis, les bras sont le long du corps. Vous pouvez relaxer les épaules, relaxer les mâchoires et prendre quelques respirations lentes et conscientes. Donc, suivez, observez l'air qui pénètre dans les poumons et l'air qui ressort à l'expiration. OK. Fait que je vous fais la démonstration. Je vais vous faire le mouvement une fois et puis ensuite, on va le faire ensemble puis je vais vous décrire au fur et à mesure que je fais le mouvement là, quand je vais le faire avec vous. Fait que pour une première fois, je vous invite à regarder le mouvement. Fait qu'on va le faire ensemble et puis je vous décris au fur et à mesure. Inspiration, je soulève les bras. Expiration, je tourne la paume des mains vers le plafond. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête, les paumes ensemble. Expiration, j'amène les mains devant le cœur. Inspiration, j'entrelace les doigts en allongeant les bras vers l'avant. Expiration, je ramène les paumes ensemble devant le cœur. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête. Expiration, les bras allongés de chaque côté, paumes vers le ciel. Inspiration, paumes vers le sol. Expiration, les bras le long du corps. Et on recommence, on va le faire encore 3 fois ensemble. Donc, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration.
On va rester immobile quelques instants et prendre conscience des sensations physiques, principalement au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, tournez votre regard vers l'intérieur pour observer les sensations. OK. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire là, quand vous avez l'impression d'avoir des... C'est très bon à faire le matin, ça dégourdit, ça réveille les doigts, ça réveille les poignets, les coudes, les épaules. Si vous avez une limitation au niveau des épaules, si vous avez une capsulite ou quelque chose dans le genre, ne forcez pas. C'est vraiment très important de ne pas forcer, donc référez-vous au conseil de votre médecin, à ce que votre médecin vous dit si vous avez un problème d'épaule. Autrement, bien, vous pouvez le faire là, sans problème. Vous pouvez le faire, on l'a fait 3 fois ensemble, 3 ou 4 fois, là, je ne suis pas sûre, 3 fois je pense, mais vous pouvez le faire un peu plus longtemps aussi. Puis le matin, c'est un très bon exercice pour se mettre en train pour la journée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.